4 ans de prison pour Aung San Suu Kyi en Birmanie. Selon la télévision d'État, cette sentence sera réduite à 2 ans. Un procès en tout cas politiquement motivé pour la haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet. L'ancienne chef du gouvernement birman est par ailleurs poursuivie pour de nombreux autres chefs d'accusation. On rejoindra notre correspondante dans la région, Carole Izou. Conseil de défense sanitaire en France, de nouvelles restrictions sont attendues. Conférence de presse a priori à 19h de Paris. Dans un contexte de 5e vague de la pandémie et de propagation du variant Omicron, de nouvelles mesures sont déjà en vigueur en Italie, notamment pour les non-vaccinés. Précision à suivre de notre correspondante à Rome. Et puis la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur le combat contre le paludisme. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'OMS sur cette maladie. Vous entendrez dans cette édition le docteur Richard Mihigo de l'OMS. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Beaucoup de réactions donc aujourd'hui après la condamnation à 4 ans de prison d'Aung San Suu Kyi par la junte birmane. Selon la télévision d'État, cette sentence sera réduite à 2 ans. Un procès politiquement motivé a dénoncé la haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet. Et ça n'est que le début pour Aung San Suu Kyi, poursuivi pour de nombreux autres chefs d'accusation. On rejoint tout de suite notre correspondante dans la région, Carole Izou. Bonjour Carole, cette peine serait donc réduite à 2 ans. Est-ce qu'on en sait plus ? Oui, alors ça vient d'être annoncé, on n'en sait pas beaucoup plus. Le porte-parole de la junte parle d'une grâce partielle. C'est le porte-parole de la junte qui a fait cette annonce, puisque non seulement ce procès se déroule à huis clos, non seulement les journalistes ne sont pas autorisés à y assister, mais en plus les équipes d'avocats d'Aung San Suu Kyi ne sont plus autorisées à parler à la presse depuis plusieurs mois déjà. Donc qu'est-ce que ça signifie cette réduction de peine ? C'est surtout une façon pour les militaires de tenter de prouver qu'ils font preuve de clémence et d'apaiser peut-être non seulement les réactions internationales, mais un embrasement éventuel à l'intérieur de la Birmanie. Personne n'est dupe, bien sûr. Ces 2 ans de prison, ils sont tout de même, cela reste une peine assez lourde pour les 2 chefs d'accusation qui étaient concernés aujourd'hui, à savoir l'incitation pour trouble à l'ordre public et la violation des lois anti-Covid. En tout, si on prend en compte également les autres chefs d'accusation, puisque ce sont 11 chefs d'accusation en tout qui pèsent contre Aung San Suu Kyi, elle risque des dizaines d'années derrière les barreaux. C'est donc un avenir très lourd pour Aung San Suu Kyi. Et la volonté des militaires est très claire. Il s'agit de la mettre, elle et ses alliés politiques, définitivement hors du jeu politique en Birmanie. Merci beaucoup Carole pour vos précisions depuis Bangkok. Un chapitre de l'histoire allemande va se tourner cette semaine. Mercredi, la chancelière Merkel va passer les rênes du pays au social-démocrate Olaf Scholz. Il sera élu par le Bundestag à la tête d'une coalition inédite de 3 partis, sociaux-démocrates, libéraux et verts. Ces derniers ont approuvé tout à l'heure l'accord de coalition. Il avait déjà été entériné la semaine dernière par les membres du SPD et les membres du Parti libéral FDP. Je vous le disais en titre, la France est suspendue aux annonces qui devraient être faites tout à l'heure à 19h de Paris à l'issue du Conseil de défense sanitaire. De nouvelles restrictions sont à attendre alors que la 5e vague touche tout le territoire et notamment les enfants. Les indicateurs ne cessent de se dégrader. Le nombre de nouveaux cas quotidiens se compte en dizaines de milliers et le nombre de patients hospitalisés est actuellement supérieur à 11 000. C'est inédit depuis la fin août. La plupart des personnes concernées sont non vaccinées. Voyez ce reportage à Colmar de nos confrères de France 2. 1, 2, 3. Retourner le patient, faciliter son oxygénation. Des gestes précis, maîtrisés, que ces soignants de l'hôpital de Colmar répètent inlassablement depuis le début de la pandémie. Jamais le Covid n'a totalement disparu de ces chambres de réanimation. Mais depuis quelques jours, les cas se font à nouveau plus nombreux. Une grande majorité de non-vaccinés et des patients qui sont aussi plus jeunes, vraiment beaucoup plus jeunes, quarantaine, cinquantaine. Celui qui est en décubitus ventrale, on va le retourner à 10. Pour la chef du service, c'est la particularité de cette 5e vague qui s'amorce. À côté des patients de plus de 60 ans toujours présents, beaucoup de jeunes désormais pris en charge pour des cas graves de Covid. Donc là, nous avons un patient qui est là aussi depuis une petite semaine, qui a 37 ans, 0 comorbidité, non vacciné, et qui est toujours très limite, sédaté, ventilé. Des situations que les soignants de cette unité de réanimation ont de plus en plus de mal à comprendre, et même à accepter parfois.
Moi, je suis plutôt en colère. C'est des patients qui prennent la place, finalement, d'autres. On pourrait limiter tout cet afflux de nouveaux de patients. Et à cause, notamment, alors, pas que non plus, mais notamment des non-vaccinés, il y a ces nouvelles vagues qu'on espère maîtriser, mais franchement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. En une semaine, le nombre de patients Covid hospitalisés en réanimation à Colmar a doublé. 14 pris en charge aujourd'hui. Pas encore l'afflux de patients de la première vague, mais la peur tout de même d'être submergés. Ça monte vite, et avec des cas graves qui vont rester longtemps. Et surtout, on n'aura pas de quoi, au niveau personnel infirmier, faire autant de places de réa éphémères. Difficile de mobiliser un personnel déjà en sous-effectif. Alors la semaine dernière, l'hôpital de Colmar a déclenché son plan blanc et déjà des déprogrammations d'opérations non urgentes sont envisagées. Voilà, et donc à suivre sur notre antenne ce soir à 19h de Paris, la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran. Pendant ce temps, en Italie, de nouvelles restrictions sanitaires concernant les non-vaccinés. Ils ne pourront plus aller au cinéma, au théâtre, à des concerts ou à de grands événements sportifs. Et désormais, 2 passes existent. Un basique, accessible avec un test négatif, et puis un super pass réservé aux personnes vaccinées. Précision à Rome de notre correspondante Natalia Mendoza. Il s'agit clairement de limiter fortement la vie sociale des personnes qui ne sont pas vaccinées, puisque ce pass sanitaire renforcé sera délivré uniquement aux personnes vaccinées et guéries du coronavirus. Il sera requis pour entrer à l'intérieur des restaurants, des discothèques, pour aller voir des spectacles ou participer à des fêtes ou à des cérémonies en intérieur. Les personnes non vaccinées ni guéries du coronavirus devront présenter un test de Covid. S'il est négatif, elles pourront quand même accéder à leur lieu de travail ou utiliser les transports en commun. Par ailleurs, la durée de validité du pass sanitaire sera réduite. Elle passe de 12 à 9 mois de validité. Un récent sondage indique que 7 Italiens sur 10 soutiennent cette mesure. Il reste en tout cas une minorité de récalcitrants qui protestent. Ces derniers jours, on a vu plusieurs manifestations qui ont eu lieu dans différentes villes du pays, des manifestations dans lesquelles on peut voir cette galaxie assez hétérogène composée de négationnistes du coronavirus et d'opposants au vaccin. Mais il ne s'agit pas de manifestations qui paralysent le pays comme cela peut être le cas dans d'autres pays européens. Ici en Italie, il y a auprès de la population italienne la conscience que le vaccin est la clé pour tourner la page de la pandémie et pour sauver les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Et New York, de son côté, passe également à la vitesse supérieure. Le maire de la ville a annoncé tout à l'heure que le vaccin est obligatoire pour tous les employés du secteur privé à compter du 27 décembre. Il va donc beaucoup plus loin que ce que Joe Biden avait décidé. L'obligation vaccinale pour les salariés des sociétés de plus de 100 personnes à partir du 4 janvier. Une mesure actuellement suspendue par décision de justice. L'OMS a publié aujourd'hui son rapport annuel sur le paludisme et ce qui ressort, c'est que la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur le combat contre ce fléau qui a également touché 14 millions de personnes de plus en 2020 que l'année précédente. Écoutez l'éclairage du docteur Richard Migaud, coordinateur du programme de vaccination du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Quelques enseignements importants sont contenus dans ce rapport. D'abord, premièrement, l'impact qu'a eu la Covid-19 sur la prestation des services de paludisme de manière générale. Et on voit malheureusement dans ce rapport que nous avons eu un excès important nombre de cas de paludisme dans le monde, autour de 14 millions de cas additionnels en 2020 comparé à 2021. Mais malheureusement également un excès en termes de nombre de décès liés au paludisme, autour de 69 000 décès supplémentaires, dont le 2/3 sont attribués aux différentes perturbations qui ont eu lieu à cause de la Covid. Les perturbations sont de plusieurs ordres, que ce soit dans le processus de détection de cas, le processus de diagnostic, mais également de traitement. La plupart, par exemple, de cas de détection précoce en utilisant les tests de dépistage rapide
Nous avons vu une vraiment perturbation importante là-dessus. Nous avions environ 31 pays qui avaient prévu en 2020 de contribuer à la distribution massive de moustiquaires imprégnés. La moitié de ces pays ont pu le faire, mais une autre moitié, malheureusement, à cause de la Covid, n'ont pas pu distribuer ces moustiquaires imprégnés qui prévient, comme vous le savez, le paludisme surtout chez les jeunes enfants. Et enfin, en termes de traitement, il y a également eu beaucoup de perturbations en ce qui concerne le diagnostic précoce et surtout la prise des médicaments. Et tous ces facteurs ont contribué à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Malgré la chute l'année dernière de l'économie mondiale, un secteur se porte toujours très bien, celui de la vente des armes à feu. Les 100 plus grandes entreprises ont augmenté leurs ventes en 2020 de 1,3% par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèlent les données publiées par un think tank suédois. Marc Pope. Si l'économie mondiale s'est contractée de plus de 3% l'année dernière, un secteur ne connaît pas la crise. Les principales entreprises fabricantes d'armes ont ainsi vu leurs profits augmenter de 1,3% en 2020, atteignant ainsi un record, 531 milliards de dollars. Selon l'Institut de Stockholm de recherche sur la paix, ce sont les entreprises américaines qui se taillent la part du lion. En tête de liste, Lockheed Martin reste le leader mondial du secteur, notamment grâce à son avion de combat, le F-35. La Chine arrive en deuxième position, propulsée par son objectif de devenir plus autonome dans la production d'armes et la mise en œuvre de programmes de modernisation ambitieux. Le Royaume-Uni monte, lui, sur la troisième marche du podium des plus grands fabricants mondiaux. L'entreprise BAE Systems se classe ainsi première compagnie européenne. Le think tank suédois qui a publié le rapport indique que ce succès est dû à la demande soutenue des gouvernements en biens militaires, avec certains gouvernements accélérant les paiements afin d'atténuer l'impact de la crise du Covid. Le rapport souligne toutefois un ralentissement des profits entre 2019 et 2020 à cause des perturbations des chaînes mondiales d'approvisionnement. Parmi les principaux pays fabricants, seuls la France et la Russie ont vu leurs ventes baisser l'année dernière. Les ventes effectuées par les entreprises françaises ont ainsi chuté de 7,7% à cause de perturbations liées à la pandémie et à une baisse des livraisons d'avions de chasse Rafale de Dassault. Mais les perspectives sont plus réjouissantes pour l'armurier français. Les Émirats arabes unis viennent de signer un contrat pour 80 Rafales d'une valeur de 14 milliards d'euros, soit la plus grosse commande internationale jamais réalisée pour cet avion. Un mot à présent pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre belle chaîne France 24 qui célèbre aujourd'hui ses 15 ans d'existence. Indépendance, intégrité, diversité des points de vue, des reportages et des correspondants partout dans le monde. Une rédaction multiculturelle. Voici ce qui nous définit sur nos 4 antennes en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à notre chaîne.